Yann Machado Gary prend le 0 des Fighting Nerds masculins en s'imposant à la décision unanime face à Carlos Prates dans un combat qu'il a maîtrisé pendant 3 rounds et 75%. Un combat qui nous a tenu en haleine jusqu'à la fin et on revient sur cette prestation juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Nous tenions à prendre une minute pour remercier notre sponsor principal de longue date, Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps à produire ce contenu. Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Pareil sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Grâce à notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et surtout responsable, avec un budget que tu définis, que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois ça comme une opportunité d'être émotionnellement plus engagé dans les combats et de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Avant de commencer, plusieurs annonces. 1. On a envie de lancer de nouveaux projets chez Fight Minds, des projets qui nous permettront de vous rencontrer, des séminaires, des voyages UFC et plus. Pour avancer dans ces projets, on a besoin de mieux vous connaître et on a donc lancé un petit formulaire qui prend 4-5 minutes à remplir. Le lien est en description et on vous serait très reconnaissant de prendre le temps de le compléter. Deuxième petite annonce, notre code promo NMA_FM5 est passé à 22% pour les nouveaux clients chez Nutrimuscle. Profitez-en parce que ce sera disponible jusqu'à la fin du mois et on y arrive. Et alors, troisième information, plus besoin de le demander, on vous le confirme vous-même, Aldric ne fait plus partie de cette belle aventure qu'est Fight Minds. On est reconnaissant de l'avoir eu pendant près de 2 années ici et on lui souhaite le meilleur avec Herminet. Brian, sorry pour toutes ces annonces, je te lance donc directement sur une question très rapide et bizarre. J'ai vu sur MMA Decisions que chez les médias, il y avait du 49-46, du 48-47 et du 47-47. Alors, est-ce que ça te surprend et quel était ton scoring à toi ? Il y a eu 47-47. 3 médias, c'est pas un média. 3 médias donnent un 47-47. Ah ouais, bah écoute, moi, mon scoring, je l'ai pas réellement fait. J'étais pas trop concentré là-dessus. Mais moi, j'avais pas trop de doutes sur le résultat. Et je pense que Carlos Prates non plus. Enfin, personne n'en avait. Non. Moi, j'avais je sais pas, j'étais sur un 49. Peut-être le 5e round qui allait vers Prates. Mais sinon... Ouais, pour moi, le 5e round va complètement chez Prates. Le Ouais, 4, je suis surpris parce qu'il y a 2 juges qui donnent le 4 à Prates. Et je t'avoue que ça me surprend. Alors oui, j'ai regardé. Il y a un body shot à 1 minute 12 de la fin. Et c'est à ce moment-là que Yann Gary change un peu sa façon de travailler et beaucoup sur le reculoir. Mais, ok, il est sur le reculoir. Prates fait pas grand-chose sur cette dernière minute. Vraiment pas grand-chose. Ok, il mène un peu plus la danse, mais en termes de striking efficiency, il n'y a pas grand-chose. De là à faire basculer le round qui était dominé jusqu'à ce moment-là par Yann Gary, je trouve ça un tout petit peu abusé. Ah ouais, alors, il y a moi, 2 juges qui le j'avais font, donc c'est pas un, c'est 2. Mais moi, j'avais 49-46, quasi indiscutable, quoi. Ouais, moi j'avais ça, quoi. Je voyais 1, 2, 3, 4. Le 5e round où, en fait, je t'avoue, pendant tout le combat, moi j'attendais que, enfin, entre guillemets, hein, mais que Prates se réveille, tu vois. Et il se réveille, entre guillemets, au 5e round parce que c'est plutôt c'est aussi Yann Gary qui commence à fatiguer, à avoir pris 4 rounds, hein, ce qui est logique, hein, vu le taf qu'il a fait sur 4 rounds. Ouais. Mais non, ouais, j'avais un 49-46 assez clair, quoi. Ouais, j'ai l'impression c'est le seul défaut qu'on peut donner à Gary dans ce combat, parce que pour moi, il était vraiment en état de flow sur les 3 premiers rounds. Je crois que j'ai senti ça en regardant le 3e round. Je me dis, dans sa tête, il a réalisé qu'il avait peut-être mis un tout petit peu trop de volume ou d'intensité dans le début du combat, et il s'est rendu compte quelque part dans le 3e que ça allait être plus compliqué de gérer le 4 et 5. Et il s'en est rendu compte, mais clairement, c'est de l'expérience qu'il doit prendre pour la suite de sa carrière. C'est cette capacité à, même si tu as la main mise sur le rythme du combat, de pouvoir gérer pour garder cette domination sur les 5 rounds plutôt que sur quasi 4, quoi. Ouais. Bah, après, voilà, hein, sur le dernier round, c'est vrai que c'était un peu flippant, stressant, mais ça reste quand même difficile de terminer un gars
à ce moment-là du combat, tu vois. Ouais, parce que j'ai vu les réactions les plus classiques, enfin les plus nombreuses sur Twitter, c'est vraiment des gens qui critiquent un peu le fait que Carlos Prates n'ait pas été capable de finaliser Ian Gary. Faut pas oublier que Prates, bah, il était aussi à sa 25e minute de combat, ou sa 24e, ou sa 23e. C'est vraiment les 2-3 dernières minutes du 5e round où ça devient chaud pour Ian Gary. Bah, Prates, il doit accuser le coup, parce que lui aussi, il a fait 23 minutes de combat, et qui plus est, il a fait 23 minutes de combat sur le rythme de Ian Gary. Ouais, c'est vrai. Franchement, son cardio, il en était question. Moi, c'est ce que j'ai noté dans les points aussi, c'est que le cardio de Prates est assez impressionnant. Ah ouais, moi je m'attendais pas que le 4e round, deux juges le donnent à Carlos Prates. Faudrait que je revoie le round. Alors moi, pour l'exercice, je suis vraiment allé revoir les 2 dernières minutes du round, et donc clairement, je me rappelais, en le regardant, pas en direct, mais en le regardant pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y a eu un direct au corps, et tu vois Ian Gary vraiment qui accuse un peu le coup, et puis qui commence à beaucoup reculer. Mais vraiment, en revoyant une deuxième fois, je me suis rendu compte que c'est à 1 minute 12 de la fin que ça arrive, et ce qui reste derrière, ce qui se passe derrière, il n'y a pas de grandes actions pour Prates, donc je vois pas. Moi, je retourne pas le round à le donner à Prates, quoi. Ok. Mais au-delà de la décision, c'est clair que techniquement, par contre, c'était sympa quand même. Il y a des choses à dire. Par où tu veux commencer? Moi, le premier point que j'avais noté, c'est vraiment les déplacements et la responsabilité défensive de Ian Gary. Je trouve que ça a fait beaucoup dans ce combat. La gestion des moments, la gestion du rythme de Ian Gary. Il attaquait au bon moment. Il arrivait à surprendre Carlos Prates, et c'est vraiment lui qui décidait quand il y avait de l'action et quand il y avait des moments de pause, on va dire. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, moi, ce que j'ai noté, vraiment, c'est que pour moi, c'était vraiment une démonstration de la garde ouverte, déjà, et avec un droitier qui travaille mieux techniquement qu'un gaucher, ce qui est relativement rare, parce que normalement, c'est le gaucher qui est plus habitué à travailler en garde ouverte, mais en tout cas, sur ce combat-là, c'est Ian Gary qui, techniquement, était largement dessus. Ce qui m'a surtout, vraiment, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'uppercut avant, donc le 5, tu vois, l'uppercut avant en garde ouverte pour pouvoir envoyer soit son bras arrière, et puis alors il y a une super phase où il rentre sur une uppercut avant, son 2 et son high kick qui suit, qui touche bien. Je sais plus à quel round c'était, au 2e, au 3e. Dans le 3e round, il y a un uppercut qui passe. Je sais pas si c'est ça la combinaison à laquelle tu fais référence. Je pense que c'est dans le 3e. Oh, je sais plus, mais il y a... Son plus bel uppercut, c'est dans le 3, ça c'est sûr et certain. Mais il y a un uppercut qui rentre 5, le bras arrière, et puis le high kick. Il l'a tenté au premier round, ça a été bien défendu sur le high kick, mais je crois qu'au 2e ou au 3e, le high kick, il touche vraiment, vraiment bien. L'utilisation du jab au fur et à mesure des rounds, pour moi, il a vraiment très bien travaillé le jab. Et puis sur ses kicks, tout, enfin, franchement, les stop kicks aussi, j'ai noté, que je trouvais... très bien, et puis alors surtout son jumping stop kick. C'est ce que j'allais dire, c'est lui qui saute là, c'est pas mal. Franchement, ça c'était assez agressif, quoi, tu vois. J'ai vraiment bien aimé. Non, franchement, techniquement parlant, tu vois qu'Ian Gary a quand même il aime bosser en garde ouverte contre des gauchers. Il a toujours été très bon contre des gauchers, et je pense que c'est aussi en lien avec l'influence qu'a pu avoir le style McGregor sur lui, tu vois. Ah ouais. C'est vrai que cet uppercut en garde ouverte, McGregor l'utilisait beaucoup. La fin du 2, le 5, le 2, tu vois, il l'utilisait énormément. Et là, c'était vraiment très très bon. Comme tu l'as dit, sa gestion de l'espace, donc on avait quand même un Prates qui mettait beaucoup de pression et était capable de pouvoir bien circuler, bien absorber cette pression, bien combiner, et surtout... comment je pourrais dire ça, surtout montrer qu'il faut pas trop prendre confiance face à lui, parce que quand il tape, ça fait mal, et je pense qu'il a bien, alors il ne l'a pas assommé, mais il a bien fait toucher, bien fait vaciller Carlos Prates. Je pense qu'il aura mal à la tête demain. Ouais, je pense que le cumul de frappes, on en avait parlé dans ce combat-là, une des clés de victoire de Ian Gary, c'était le volume, parce qu'il allait probablement pas frapper aussi fort que Carlos Prates, mais au-delà du volume, il y avait aussi le volume que lui allait recevoir, et il a vraiment réussi à trouver ce juste milieu entre je me fais pas beaucoup toucher, mais j'arrive à vraiment pas mal toucher, et effectivement, le mot qui convient peut-être, c'est il a des frappes qui piquent, tu vois, ça pique, et au cumul, tu vas commencer à le sentir.
Et je pense qu'on n'était pas loin à un certain moment sur certaines frappes d'un potentiel KO. Et forcément, je pense qu'il l'a dit à la fin qu'il fallait aussi un petit peu casser la confiance de Carlos Prates, qu'il a fait en frappant vraiment fort. Ouais, je pense que quand tu sens que les frappes pourraient te mettre KO, eh bien, ça te ralentit clairement. Ça te ralentit Mhm. dans ton avancée. Il s'est vraiment imposé aussi physiquement, tu vois, Ouais. Ouais, ouais. en termes de frappe. Parce que On, du on- volume, c'est bien, mais c'était toujours en train de toucher, toucher. Il y a un moment donné, le gars, il a envie de t'allumer, quoi, tu vois. Ah, ben c'est clair que si Il tu te touches sans respecte faire pas. mal, le gars va pas respecter Mm, tes combinaisons et il va juste à un moment rester à les prendre pour pouvoir te toucher plus fort derrière. mm. Là, Ouais, il a trouvé la bonne intensité pour dire, OK, je te touche avec du volume, mais tu vas pas vouloir en encaisser 200 pendant la soirée. clairement. Et puis alors, il y a eu cette utilisation des takedowns, des tentatives surtout de takedowns. Ouais. Alors, je sais pas si on doit mettre au crédit la défense de lutte de Carlos Prates ou... Alors il en a tenté deux dans le premier round. Il y en a qu'une qui est comptabilisée, parce qu'il y en a une des deux qui passe complètement à côté. Genre, tu vois, en eh, début de deuxième round, quand il tente sa première tentative dans le deuxième round, il y a une stat qui passe en bas de l'écran et on voit deux takedowns tentés, deux ratés, tu vois, où c'est 100% de takedown defense pour Carlos Prates. ouais. Et je pense les sourcils, ils disent, bah non, au premier round, il y a deux tentatives. C'est juste que la deuxième, il passe tellement à côté qu'ils l'ont pas comptabilisé, tu vois, parce qu'il part de tellement loin et ça m'a. Enfin, je me suis souvenu de ce que tu avais dit dans l'analyse. Tu vois. Dans l'analyse, tu dis ces takedowns, tu les vois venir à des kilomètres. Et clairement, dans le premier et deuxième round, c'était télégraphié au possible. Mais je crois que c'est dans le quatrième round, il y a je crois que c'est Laura Sanko au commentaire qui dit que euh, il les utilise pas spécialement pour mettre au sol. Il y Ah a des bon? takedowns qu'il a tenté pour casser le rythme ou modifier un peu la structure de combat. Moi, je crois pas trop ça. Pas les premières tentatives, mais à Non, partir, non, tu non. trouves pas que dans le quatrième round, genre, C'est clair qu'à un moment, tu te résignes que ça fonctionne pas et donc tu les utilises comme feinte pour boxer. Mais voilà, c'est pour moi, ça. ils Ouais, cherchaient ouais, à le ok. mettre au sol. Au début, oui. Ils cherchaient à le mettre au Au début, sol. oui. Alors, le single leg tête extérieure, bon, bah voilà, c'est vraiment c'est un single leg qui est. Si tu es pas capable de chaîner derrière, c'est le plus facile à défendre, entre guillemets, tu vois. Ouais. Moi, je t'avoue que j'étais content de voir Demian Maia dans son coin. Je pensais pas qu'il allait utiliser la lutte de Demian, tu vois. Mais là, tu vois, je pense il l'a eu pour travailler sur tu vois, le L'étranglement backpack, arrière. tremblement arrière. Demian Maia, il avait un système de mise au sol, rentrer sur la single leg, tirer la demi-garde, repartir et mettre au sol, tu vois. Mhm. Donc je pense que ça, c'est le prochain travail qu'il aura à faire avec Demian Maia. Ouais, mais attends, shooter sur ta single, te mettre en demi-garde pour travailler à partir de là, il faut aussi avoir le niveau de Damien Maya au sol pour pouvoir te le permettre, tu vois. Oh, bah, c'est un système, hein, ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend, ouais, mais C'est un système, donc tu j'ai aucun. l'improvises pas, c'est ça que je veux dire. Tu l'apprends, mais tu Ah dois non, mais c'est pour bien, ça que je te bien, dis, bien l'apprendre pour le. pour le prochain combat, j'espère que Demian Maia lui expliquera un petit peu comment faire quand la single leg foire, tu vois, Ouais, de lui donner après, son il faut pas que dos, le de prochain pouvoir combat tirer. soit en juin, tu vois. Il faut que le prochain combat soit Ouais, dans bah, plus c'est longtemps, tu vois suffisant, hein, ça. j'ai pas de doute là-dessus. Ok, C'est ok, ça va. suffisant. En tout cas, c'était laborieux, c'était très laborieux. J'ai pas vu de tentative de takedown exploitée pour pouvoir striker, donc c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal à croire que son objectif c'était. Dans le 4, Ouais, dans le 4, il fait ça. Il shoot vraiment sur la single et puis il la lâche directement pour envoyer un middle kick ou un high kick. Il l'a fait deux fois. ouais. Et par contre, dans le 5, tu sens que c'est plus pour gagner du temps. Que c'est plus genre, je vais Ah bah agripper ouais, la là je jambe pense et je vais rester je pour plus pense qu'il rester était debout. Ouais. épuisé. Ouais. En tout cas, dans la défense, clairement, Carlos Prates fait ce qu'il faut pour défendre la single leg. Euh, il part du bon côté et puis il fait casser rapidement. Je trouve que voilà, ça c'est peut-être le petit point où j'aurais voulu avoir un petit peu plus de succès sur le scoring des takedowns. Mhm. Mais moi je me doutais que sa lutte elle serait pas suffisante Mhm. personnellement. Voilà, ça c'était le petit point noir quoi. Je pense que ça aurait Ouais, été une vraie leçon si dès qu'il prenait une single leg, il mettait au sol, il frappait. Comme enfin la fin du premier round, tu vois, c'est pas une mise au sol, je pense qu'il tombe Prates. ouais, c'est un faux knockdown, on va dire ça comme ça. C'est vraiment sur une frappe. Carlos Prates se retrouve Ouais, sur son voilà. dos. C'est pas un knockdown parce que c'est vraiment pas la frappe Non, qui mais de finir déconnecte Flash, tu vois. C'est vraiment la frappe envoyée au bon moment qui déséquilibre, on va dire ça de comme ça. finir des rounds comme ça ou de prendre des moments comme ça, je trouve ça toujours intéressant d'être Ah au-dessus et ouais, de ouais. pouvoir frapper. Voilà.
Après, sur Carlos Prates, moi j'étais un peu déçu du manque de variété de combinaisons. Je trouve qu'il cherchait beaucoup son bras arrière. Et le moment où il a commencé à varier, à viser un petit peu plus bas, tu vois, au corps et tout, bah là c'était un petit peu tard, quoi. C'était, je pense, au quatrième, ça, où il touche un peu. Ouais, bah, c'est là où tu vois peut-être la limite. Le Invisible Fight, il l'a perdu dans ce combat. Les déplacements de Gengari étaient Ouais, meilleurs. Et par conséquent, il était un tout petit peu en manque de solutions, tout simplement. ouais, ouais. C'est le classique, c'est la stratégie de Jack Slack. Si tu comprends le A-game de ton adversaire et que tu arrives à annuler son A-game, bah, t'es obligé, enfin, tu le forces à être dans son jeu B. Et si tu es meilleur que lui, bah, tu prendras le devant, quoi. Et c'est un peu, je sais pas si c'est ça la stratégie de Yann Gary, on peut le dire, parce que il y a notamment Belal Mohamed qui a tweeté pendant le combat en disant: je vous avais dit que Yann Gary allait gagner grâce à son fight IQ. Et peut-être que Yann Gary avait vraiment défini ça. C'est si j'ai des meilleurs déplacements que Carlos Prates, je vais pouvoir m'imposer techniquement dans le département du pied-point. C'est un peu ce qu'il a fait. Et voilà, on a vu ce que donnait un Carlos Prates slash un Fighting Nerds sans cette main mise sur le point le plus important pour eux de gérer les déplacements, gagner tout ce Ouais. qui est invisible, quoi, Bon, la après, gestion de l'espace, les déplacements, etc. moi, je suis à moitié d'accord parce qu'en termes de combinaison, etc., je trouve que Yann Gary était largement supérieur en En termes de plus, variété. ouais. Carlos Prates, il cherchait son bras arrière, son kick gauche, et il n'a Ouais, low kick pas gauche. proposé autre chose. Il n'y a pas eu de tentative, je sais pas moi, de, 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 de travail sur les low kicks, sur les retournées, sur les coudes, de recherche de clinch. Pour moi, en termes de combinaison, il était quand même, il s'était limité, tu vois. Ouais, De ouais, ouais. l'autre côté, si tu regardes Yann Gary, moi j'ai commencé à marquer un petit peu la liste des techniques qui m'intéressaient, bah il y en avait quoi, tu vois. Elle est longue, elle est Entre beaucoup les plus longue. stop Ouais. kicks, les jump kicks, stop kicks, les spinning, les Ouais, coups de à pied la fin du retournés 2, à ouais, la ouais. tête, coups de pied retournés aux À la jambes, jambe, enfin ouais. tu vois, low kick intérieur, ça monte à la tête, low kick intérieur, ça monte à la tête, puis au bout du quatrième ou cinquième middle, tu vois, Ouais. les check Ouais, hooks, il les envoie jabs, un cross middle aussi que je trouve intéressant parce qu'on parle beaucoup du cross ouais, high kick qui fonctionne bien parce que tu vas chasser, mais en fait quand tu mm, chasses ton coude il monte aussi, donc c'est si ton adversaire chasse avec son bras arrière, tu as l'ouverture à la tête certes, mais tu as aussi l'ouverture au corps et je trouvais ça intéressant qu'il ah ouais, l'exploite. ouais. Ouais. En termes, en tout cas, de compétences de striking, au-delà des déplacements, moi je trouvais Yann Gary largement supérieur. Ah mais là-dessus je suis d'accord aussi. Hein. Largement supérieur. Et en Ouais. termes de puissance de frappe, sûrement que Carlos Prates frappe plus fort et peut mettre plus facilement à un coup KO. Et bah là, Il a frappé techniquement, plus fort à côté il des a pas eu cibles. l'occasion, quoi. C'est ça. Il a frappé plus fort, mais à côté des cibles. Exactement. Et Donc, ouais, ouais. au-delà du déplacement, je pense que Yann Gary est un bien meilleur striker. Il l'a prouvé en tout cas cette nuit, quoi. Et puis au-delà aussi de la variété technique, il y avait aussi la variété de euh, type d'attaque. Donc Yann Gary a beaucoup travaillé les single attaques, mais il a beaucoup combiné aussi. Il a combiné avec Hmm. 2, 3, de temps en temps 4, avec Ouais, des shifts dans ses ouais, combinaisons. Carlos Prates, c'est quasi que des single attaques qu'il a tenté. ouais, c'est Ou vrai, c'est peut-être vrai. des 2 frappes de temps en temps, mais tu le voyais jamais combiner, enfin jamais des versions longues. Il n'a pas initié la poche non plus, qui aurait pu être une option dans ce genre de combat. Et comme tu l'as dit, il a initié une fois le clinch, je pense. Il a Mais Yann ça, Gary au clinch à la cage, c'était dans le 2 ou le 3, c'était assez ouais, tôt mais dans le ça combat. semblait Et être puis plutôt, il sépare lui-même, tu vois. ça semblait un clinch plutôt genre, attends, faut que je respire, tu vois. Ouais, ouais, c'est C'était ça. pas, moi quand il a clinché, C'était je pas fais chercher aïe une aïe aïe. solution. Mhm. Ouais, il manque de solution debout, il a besoin d'accrocher, c'est pas bon quoi. Ouais. Mm. Bref, je sais pas si on peut tirer une grosse conclusion par rapport à Carlos Prates. Oui, ça répond à des questions. Il Ouais. a donc c'est propulsé trop vite vers le top, ou en tout cas pas encore le niveau du top 10. Mhm. Euh, des éléments sur lesquels travailler pour revenir à ce niveau-là. Donc là, ça va permettre de peut-être mieux estimer son niveau en mode, il est frontière top 15, quoi. Ouais. Et par contre, pour la suite de Yann Gary, avant l'épisode, moi j'avais dit que peu importe qui gagne, j'étais intéressé par l'opposition contre Sean Brady. Je reste sur ma position. Je pense que Yann Gary contre Sean Brady sur 5 rounds, c'est un combat qui m'intéresse énormément pour définir le prochain challenger au titre. Écoute, ouais, moi Selon je pense que c'est très bien. la blessure Moi, de Shavkat Rakhmonov, bien entendu. ouais, bien sûr. Moi, ça m'a apporté des réponses en tout cas sur Carlos Prates. Son cardio, il tient. Il est capable de prendre un quatrième et un cinquième round, en tout cas aux yeux des juges pour le quatrième. Mhm. Euh,
techniquement, je pense que quand il va regarder le combat avec le recul, il va voir qu'il manquait un petit peu de variété, que ça manquait un peu de construction. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une vraie progression. Donc, je m'attends aussi à le voir continuer à progresser, à monter. Par contre, Ian Gary, moi, ça me donne, ouais, ça confirme clairement, confirme clairement qu'il continue de progresser combat après combat. On n'est plus du tout sur le niveau qu'il avait quand il est arrivé à l'UFC, clairement. Et qu'il est en train de passer un petit cap, je pense aussi, sur sa confiance. Ouais. Sur les derniers combats, je trouve qu'il était très bon, mais que je le trouvais moins confiant, tu vois, parce qu'il a eu des gros warnings sur certains combats. Il y a eu des moments qui étaient très très chauds, où il a failli perdre la décision, où il a failli se faire mettre KO. Et je trouvais un peu plus sur la retenue sur les derniers combats. Là, il a affronté un gars qui tape fort. Eh bien, pour moi, il n'y a pas un moment où j'ai eu l'impression qu'il y ait du doute dans sa manière, dans son attitude, dans sa manière de boxer, tu vois. La dernière minute, quoi. Mais ça, c'est le cardio. Et encore, même là, franchement, il savait qu'il avait juste à survivre pour gagner, tu vois. Ouais, oui, clairement, il savait qu'il avait juste à survivre pour. Je l'ai pas vu, tu vois, avec gagner, les yeux grands ouverts, un peu révulsés, la panique, tu vois. Il n'y a pas eu de panique mode, quoi. Non, mais il y a eu un moment où. Il y a eu survival mode, je veux bien, Ouais, ça, c'est ça, je ouais. l'entends tout à fait. Ouais, parce qu'il y a un moment où il fait du 4 pattes vers la cage et c'était une séquence bizarre. La dernière fois qu'il le fait, tout à la fin du combat, c'était logique, tu vois. Il se dit, OK, il va me garder et je vais pouvoir aller défendre à la cage. Mais il y a une fois où Carlos Prates le lâche et donc tu le vois juste avancer tout seul dans la cage. C'était une situation assez marrante. Mais je te rejoins, il était conscient qu'il devait se contenter de survivre et il a très bien fait. Ouais, il a très bien fait. En tout cas, moi, sur ce combat-là, franchement, je suis... ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite de son évolution. Je pense que ça va être un gars qui va rester dans le top 5 pendant pas mal d'années. C'est toujours pareil, c'est des gars qui arrivent, on voit pas du tout un potentiel pour devenir champion, enfin, pas du tout. Sûrement qu'on est nombreux, ou il y a pas mal de monde qui ne voit pas en lui un potentiel de devenir champion. Et là, il prouve étape après étape que si, clairement, il l'a, tu vois. Ouais. Et que le niveau qu'il avait avant, c'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui. Même physiquement, je trouve que c'est pas... ça commence vraiment à se dessiner. Ouais, il y a pas mal d'éléments, quoi. Je sais même plus quel âge il a. Il doit Jeune, hein. à l'entour de 30 ans, non, Yann Gary? Oh, je pense qu'il est plus jeune que ça, non? 27. Le temps passe vite, en fait, c'est ça qui il y a d'assez 27 ans. fou. 27 ans? Ah, il a Ah, il 27 est si ans. jeune que ça. 27 ans. Ok. Et début de carrière amateur il y a 10 ans. Donc lui aussi, il va arriver dans son prime en termes d'âge et en termes de carrière, tu vois. Ouais. On en a déjà parlé. Ouais, je pense qu'il est bien parti pour rentrer dedans maintenant. Ouais. Ouais, 10 ans de compétition, donc ça sous-entend 12-13 ans de pratique. Il va commencer vraiment à arriver au top de sa motivation, de son niveau et physiquement. Et donc ça, c'est relativement rare d'avoir tous ces indicateurs en même temps, tu vois. Qui s'alignent, Ouais. qui se croisent. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour de ce combat principal, donc on va donner un peu de full transparence à notre audience. On enregistre plus tôt que d'habitude, ce qui signifie qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de tout regarder. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de regarder d'autres combats? Est-ce qu'il y a certains éléments qui sortent du lot dans ce que tu as pu observer? Ouais, alors juste pour finir sur Ian Gary, il espère pouvoir être le combat de remplacement, le backup pour dans 2 semaines. Je trouve que c'est un bon call-out, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le call-out aussi, après avoir si 2 weight cuts comme ça s'y rapprochaient. Après, je sais pas s'il cut tant que ça, lui. En tout cas, le call-out m'a fait marrer, je trouvais ça sympa. Ouais. Mais entre ce qu'il demande et la réalité, on verra. Mais bon. Ouais, il avait dit avant le combat qu'il avait déjà réservé ses tickets pour Montréal. Ouais, bah, ça c'est le. Je pense qu'il le fait bien de le faire. Ouais, il fait très bien, ça c'est clair. Et alors sur le reste de la carte, donc bah, il y a quand même pas mal de. En fait, il y a eu 2 KO un peu bizarres. Deux finishes vraiment bizarres avec des gars qui genre, ont la tête qui tourne. Moi, j'en ai regardé pas mal. Hein. J'ai regardé Zhang contre Anthony Smith pour le dernier combat d'Anthony Smith. J'ai regardé Onama Shikadze. Brown Dalby, j'ai regardé aussi. Alice Karov Muniz. Et puis c'est tout. Et Malcolm Wellmaker contre Saiman.
Ah, il y a eu trois Ouais, KO j'ai vu le bizarres. finish. J'ai vu le finish là. Il y a eu 3 KO bizarres. Donc, tu veux que je revienne dessus un petit peu Vas-y, ou... ouais, fais-nous un petit résumé de tout ça. Alors, Zhang, Smith, bon, pas grand-chose à dire là-dessus. On a un Anthony Smith qui est arrivé. Au début, je me dis, oh, ça commence bien. Mais beaucoup de pression, il avance, il prend les coups, genre, comme s'il était capable de tout encaisser. Puis, bah, il se fait toucher, je pense, il se fait bien ouvrir. Et puis, alors là, il commence à reculer et puis acculer, il prend les coups. Voilà, il y a eu belle séquence vidéo pour fait par l'UFC pour son départ. Bon, voilà, ça devait être très très émouvant pour lui, clairement. Et c'est vrai que c'était assez chouette de pouvoir revoir un petit peu sa carrière et le combattant que ça a été, ce qu'il nous a offert. Alors, le combat qui m'intéressait, moi, c'était le retour de Giga Chikadze contre Onama. Je suis un peu déçu quand même, hein, un peu déçu de ce combat. Par Chikadze ou par le combat? Bah, en gros, non. Enfin, ouais, je suis déçu. En gros, Chikadze touche bien. Fin du premier round, on a un Onama qui est un peu trop confiant à mon goût face à un excellent striker comme Chikadze qui se fait sanctionner sur un 1-2. Et à partir du deuxième, bah, il cherche à mettre au sol, à bloquer et à l'emporter à la décision. Et ce qui s'est passé, tu vois. Et troisième round, bon bah voilà, on était à 1-1. Troisième round, c'était évident que David Onama allait chercher à mettre au sol. Il a tardé, il a attendu, il a été très patient pendant 1 minute 30. Enfin, et voilà, on avait un Giga Chikadze qui était là en train de boxer, en train de dire ah ça va, je vais prendre la décision. Et ça a pas loupé. Il a pris son takedown et il a bloqué la fin du round. Donc bon. Rien de... Non, en fait, on a un Onama qui a fait ce qu'il devait pour chercher la victoire dans un combat qui commençait mal pour lui. Et donc, exactement. Là-dessus, sur l'aspect stratégique, c'est bien joué. Ouais, maintenant, stratégiquement, c'est très bien joué. Après, c'est fan, clair que l'essence même du combat, de vouloir finir un combat, pour moi, il n'y était pas dans le deuxième et le troisième. Et pour autant, bah, c'est sanctionné par une victoire, tu vois. Et c'est ça qui me... Ouais. Ah, il faudrait que tu le regardes. Moi, j'ai pas vu de réel travail de... Mais tu regarderas. Okay, je trouve ça un peu frustrant dans le sens où... Ouais, c'était vraiment là pour bloquer. Oui, c'était vraiment là plus pour prendre pour gagner. Ouais. Gagner en bloquant plutôt que gagner avec au moins un tout petit peu de schéma offensif. Voilà, j'aurais voulu un peu plus de schéma offensif sur le sol pour que la décision elle soit un peu moins frustrante, en tout cas pour le spectateur, tu vois. Okay. Maintenant que mes attentes sont très basses, je vais quand même aller voir le combat pour pouvoir te donner un avis en off après. Ça vaut le coup. Après, j'ai regardé Randy Brown d'Albi. Franchement, Randy Brown, si vous êtes grand, que vous voulez savoir comment boxer, alors, si vous voulez savoir comment boxer, vous regardez ce combat-là. Si vous voulez savoir ce qu'il faut pas faire, il a d'autres combats qui sont intéressants aussi. Mais en tout cas, franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé sa manière de boxer, bien planqué derrière son jab. Il y a des beaux, comment on appelle ça, des Cuban shake hook, etc. Tu vois. Et vraiment sympa, vraiment bien. Nicolas Dalby, toujours aussi généreux, mais un petit peu trop. C'est-à-dire que à un moment où il se fait toucher au deuxième, il continue à avancer et ça paye pas, quoi. Ouais, Dalby, c'est ça. Il est généreux, ça peut fonctionner dans certains combats et puis ça va pas fonctionner dans d'autres. Je viens de regarder son palmarès UFC, c'est 7-5. Ça représente exactement son style et son niveau. Ouais. Exactement. Et puis, alors, un autre combat qui m'intéressait, c'était Aliskerov, bien évidemment. Ikram Aliskerov. Avec un André Muniz qui paraissait bien, bien en forme, bien préparé, mais qui a pas su... Enfin voilà, c'était un KO un peu étrange. Il se fait toucher et en une fois, la tête. Tu as vu le finish ? Ça j'ai vu. Donc grosse accélération et. Ouais, il vacille comme ça et puis alors l'instinct de tueur de Ikram Aliskerov qui prend une très très belle victoire pour se remettre un petit peu en forme, quoi. Il en était où là ? Il avait perdu contre Whittaker et puis il avait gagné une fois depuis quand même, non ? Ah non. Non. Ah non. Ah, je flash complètement. Ouais, donc il se remet de son combat contre Whittaker qui était en juin 2024. Donc il se remet sur les rails, quoi. Il passe à 3-1 à l'UFC. Donc voilà, je viens de regarder sur le Discord Fight Minds. Il passera 32e au classement middleweight, donc ça le remet un peu dans le vert, on va dire comme ça. Écoute, en tout cas, clairement, il a fait un bon boulot et comme je dis,
Je pense qu'il était largement favori sur ce combat-là. Mais c'était un bon test. André Muniz était, je pense, bien préparé. Physiquement, en tout cas, il paraît très très bien préparé. Mais ah oui, il était lourd favori sur ce combat-là. Ouais, très lourd. Ouais. Très Je lourd voulais favori. mettre des unités dessus, et après je me suis dit, ça vaut même pas la peine. Bon, ça aurait valu la peine finalement, mais ouais. Mm, mm. Mais voilà, et puis bah, j'imagine qu'il y a eu d'autres petits combats sûrement très intéressants, mais que je n'ai pas encore eu le temps de Bah, regarder. moi, je suis tombé sur le finish de Wellmaker, dont tu as parlé. Ah oui, bah, j'avais noté aussi Ouais. celui-là. Bah voilà. Ouais. Donc, ouais, c'est un beau crochet maintenant. Ouais, Simon, il part de loin, et il veut shifter. Il l'avait fait plus tôt dans le combat, donc l'ouverture était là. Clairement, l'ouverture Ouais. était là. Franchement, alors je connais pas Wellmaker, juste Bah, les c'était ses sorties débuts. qu'il y a eu. Ouais, les sorties médiatiques qu'il y a eu, que c'est un gars qui bosse en tant que soudeur et en même temps veut avoir sa carrière pro. Il est à 9-0 maintenant. Ouais. Combien de KO il a? Laisse tomber. En tout cas, 5. au-delà de ça, techniquement parlant, franchement, ça bosse propre. Ouais. Il obtient pas des KO juste comme ça, quoi. J'aime bien Il son a, attitude, sa façon, ouais, c'est ça, sa façon de se tenir dans la ouais, cage, d'être posé, très rapide. Et effectivement, bah là, Contender Series, il gagne sur un crochet du droit. hmm. Début UFC, il gagne sur un crochet du droit. C'est beau. Non, c'est très très beau. Il travaille au corps, des beaux jabs. Franchement, il construit son anglaise et il est capable, voilà, d'éteindre. Il l'a prouvé face à un adversaire. Enfin, tu en as parlé, hein, Simon, c'était maintenant. Je sais pas si on va encore Il est parler sur d'un 3 pro. défaites d'affilée, quoi. C'est Oh, chaud, quoi. c'est C'est vrai. pour dire le niveau chez les bantamweight à l'UFC, quand même. Ah ouais. Un gars comme ça est sur 3 défaites d'affilée à 3 l'UFC, défaites d'affilée. loin du top 15. Ouais. Hmm. Non, non, franchement, c'est un bon combattant. C'est clair que Ah ouais, ouais, hein, il faut aller voir ses en victoires. bantamweight, le niveau est complètement dingue et ouais, ouais, clairement. Pas comme chez les poids lourds, nous dira notre ami Tuivasa. Tu vas ça. Ah là là, il m'a fait marrer, lui. Et Mais il il est se trop met drôle, dedans, c'est j'aime bien. drôle, mais bon. Ouais, C'est ouais, clair c'est qu'à un clair. moment, si t'as un Bah, peu c'est honnête. si t'as un peu d'honnêteté et que tu vois le niveau où il y a le plus de monde, tu vois, dans le sens, Ouais. c'est logique, quoi, quand il y a, quand t'es 1% de la population au-dessus de 100 kilos, ou je sais pas combien c'est, tu vois, et que Ouais. la grande majorité des combattants sont dans les Et encore, 70, parce que 75, c'est normal en- en- ouais, et même pour enfin, tu vois, tu prends la majorité de la population, si tu es entre 100 et 105 kilos, bah, en général, tu vas te retrouver chez les light heavyweight. Donc, tu dois vraiment aller chercher Ah quelle ouais, partie de non. la population est au-dessus de 105 kilos pour te dire, OK, c'est la proportion de potentiel poids Je pense que lourd. ça doit être 2% des combattants. En Et tout en cas, plus de moi, ça, je je pense pense que que... c'est Joe Rogan qui avait dit, ouais, quand tu es américain et que tu as un peu le morphotype poids lourd, tu vas plutôt te diriger vers le football américain que vers le MMA, par rapport Ouais, à l'argent qu'il y a dedans, ah par bah rapport aux sûrement, oui. opportunités à l'université qui sont présentes. Donc, même sur la proportion de poids lourds qui existe, c'est pas le MMA ta première direction, quoi. Non, c'est sûr. Mais Ouais. c'est clair que quand je vois, moi, la salle, les poids lourds potentiels, donc plus de 110 kilos, on va dire. Non, ouais, plus de 105 kilos, ils représentent 2%, tu vois. Bon, nous, on 2% de avait monté l'effectif. ça chez Red Kings à un moment où on voulait faire la section poids lourd. On avait fait des cours que pour poids lourd pendant 3-4 mois. Ouais, Je sais pas mais si tu te c'était souviens de ça. pas... Hmm. On était quoi? Dans les jours où tout le monde était là, on était 6, 7, Ouais. moi compris. Ce qui représente très très peu. En Ouais. tout cas, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est clair qu'en bantamweight, bon bah on a Wellmaker là qui fait ça bien, mais c'est clair qu'il avait en face un très bon adversaire. Tu en avais parlé d'ailleurs en début de Très bon. semaine, et non, ça annonce du lourd, hein. Franchement. Ouais. Mm, mm. Ouais. Et alors j'ai aussi regardé, ouais, j'avoue, hein, après avoir regardé le main event, j'ai un peu regardé les résultats pour voir vers quoi me diriger. J'ai vu qu'il y avait un genou sauté dans le deuxième combat, troisième combat. Timmy Kouamba contre Roberto Romero, et j'aimais bien le combat jusqu'au KO, KO inclus, qui est très beau. Donc voilà, celui-là je peux le recommander. Là aussi, tu as deux gars qui ont une chouette attitude, une chouette façon de combattre, un chouette style de combat, une belle complémentarité. Donc le combat était fun jusqu'au finish, et le finish est très beau, un tout petit peu controversé par les commentateurs sur base de l'arrêt, parce qu'effectivement, celui qui prend le KO, il se relève direct. Donc voilà, Mm. mais à la place de l'arbitre, je pense que beaucoup de gens auraient pris cette décision aussi. Donc voilà, je le recommande parce que les deux combattants sont une chouette découverte. Ok, ok, ok.
Et ben, on vous appelle aussi à nous mettre en commentaire les combats qui valent la peine d'être vus en priorité. Brian, merci à toi. Bon dimanche. Ouais, donc on va peut-être aussi dire, on a enregistré plus tôt parce que toi, tu as une compétition avec tes combattants aujourd'hui, c'est ça? Ouais, j'ai 2 gars qui combattent aujourd'hui, donc on part assez tôt parce que la pesée est à 10h30. Donc voilà. Wow. Ok, c'est où? Wavre. Ah, mais c'est à côté de chez moi, malheureusement, Ouais. je suis pris. Mais ok. Tout le meilleur pour tes deux combattants. Bon Ça dimanche va. à toi, bon dimanche à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.